Bien, nous avons une matinée assez chargée, hein, puisque le rythme de ce colloque nous laisse pas beaucoup de temps, malheureusement, pour organiser toutes les discussions qui pourraient être nécessaires autour de ce thème, mais il y a beaucoup de moments aussi en dehors où elles peuvent avoir lieu. Et donc, je vais laisser la parole à mon coprésident, Étienne Klein, qui va aussi vous dire quelques mots. Bonjour à tous et à bonjour à toutes et à tous, pardon. Je suis ravi d'être à nouveau à Gypsy. J'étais là l'an dernier comme orateur, je suis là comme président cette année, coprésident. L'imprévu, l'événement, le hasard, c'est quand même des grandes questions, en fait pour physiciens, mais aucun physicien n'a été invité à parler pour des raisons sans doute de jalousie disciplinaire. Mais vous savez qu'au XIXe siècle, Cournot, je crois que ça a été dit hier, définissait le hasard comme une rencontre entre deux séries causales indépendantes. C'est-à-dire que les événements en eux-mêmes sont tout à fait déterminés quant à leurs causes et quant à leurs effets, et c'est de leur rencontre imprévisible, de l'intrusion d'une nouvelle causalité indépendante dans le déroulement d'un processus que naît le hasard. Et en fait, le chaos déterministe, et surtout la physique quantique, avec le grand débat entre Einstein et Bohr, a posé cette question du hasard, de la notion d'événement, et la question qui a été discutée d'un point de vue théorique pendant près de 50 ans, a été tranchée expérimentalement dans les années 80 par des expériences célèbres sur la non-séparabilité quantique. Mais je le dis parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire, de psychanalyse, d'économie, de journalisme. Mais je tenais simplement à dire là que c'est des questions que les physiciens ont traitées à leur façon et qui pourraient vous intéresser. Alors, nous allons accueillir le premier orateur de la matinée, qui est Fabrice d'Almeida, qui est historien, qui est spécialiste, alors c'est ce que j'ai lu sur Wikipédia, spécialiste de l'Allemagne, de l'Italie, de la France et de la propagande par l'image. Et je me suis demandé si la propagande par l'image, du coup, n'était pas un pays. Mais en fait, non. Et il est professeur à l'université Paris II Panthéon-Assas. Et il va nous parler du sujet suivant, que faire de l'imprévu en histoire. Et je crois que son intention est de nous expliquer que finalement l'imprévu est en quelque sorte la matière noire de la conscience historique. Matière noire, voilà un terme qui m'interpelle. Et nous allons donc l'écouter. Bonjour, c'est à la fois un plaisir et en même temps un redoutable plaisir puisque en une seconde, l'horrible Étienne Klein m'a volé ma chute. Donc vous savez d'avance que je vais souffrir à la fin de cette présentation. Je vais souffrir aussi au début puisque au fond, Muriel Fistrève nous avait demandé un texte il y a longtemps. Et comme tout texte écrit il y a longtemps, au moment où vous l'avez écrit, vous étiez passionné, puis au moment où vous deviez le présenter, c'était il y a longtemps. Et c'est d'autant plus ennuyeux que j'avais fait un début qui parlait d'un personnage qui s'appelle Dominique Vénère, qui le 21 mai 2013 est rentré dans Notre-Dame avec un de ses jeunes amis. Il s'est avancé vers le maître-autel. Il a attendu un petit moment que les touristes s'écoulent. Puis à un moment donné, il n'y avait plus personne devant l'autel. Il a fait quelques pas, il s'est agenouillé. Il a sorti un revolver qu'il gardait depuis quelques années. Il l'a mis dans sa bouche et il s'est tiré une balle dans la tête. C'est comme ça que je commençais mon texte parce que ça me permettait de parler d'un événement qui avait fait l'objet d'une couverture médiatique. Celui qui a reconstitué cette affaire, c'est un journaliste de l'Express qui s'appelle Tugdual Aldoni. Et cet événement a été pour certains une surprise, pour d'autres un événement explicable, puisque Dominique Vénère avait dit combien il appréciait l'éthique de vie des samouraïs, et donc le sacrifice, le don de soi, pour
résoudre les situations les plus douloureuses, et il pensait que notre civilisation traversait une crise était telle menacée que son geste, peut-être, servirait à accroître notre conscience historique. Mais en même temps, Dominique Vénère m'intéressait, moi, qui ne suis pas du tout issu, disons, du filon historique qui court de l'Action française à l'OAS pour arriver jusqu'au Front National. Dominique Vénère m'intéressait, moi, parce qu'il a précisément écrit un livre sur l'imprévu dans l'histoire. Donc j'avais prévu de commencer par ça, et puis, évidemment, il y a eu le visible. Le visible, c'est ce que nous avons traversé il y a quelques semaines, le 13 novembre. Il y a eu cet événement que nous avons pris en pleine face, les uns devant des chaînes d'information continue, les autres depuis la rédaction de leur journal, d'autres encore en lisant le lendemain matin. Bref, nous avons tous eu cette espèce d'événement, de claque, qui nous a fait ressentir, au fond, quelque chose comme le vent de l'histoire, comme une sorte de bascule. Avant le 13 novembre, beaucoup de nos discussions portaient sur le montant de la dette française, sur la convergence des économies. Une partie d'entre nous était très très préoccupée par la préparation de la COP 21, qui va s'achever d'ailleurs aujourd'hui. Et puis avec le 13 novembre, beaucoup de nos préoccupations ont changé. On a compris que l'histoire allait peut-être prendre un autre cours, que tout d'un coup la dette, même le président Hollande ne la trouvait plus si grosse, que les questions que nous considérions comme subalternes, de sécurité, de défense, de budget de la défense, tout d'un coup devenaient extrêmement préoccupantes, que des gens des services publics qui naguère nous paraissaient des fonctionnaires dispendieux, nous paraissaient d'un coup des figures indispensables de la vie sociale. Bref, on a compris avec cet événement que l'histoire était en train de changer de cours. Et au fond, il y a deux manières de considérer l'imprévu dans l'histoire. Il y a l'imprévu dans l'histoire telle qu'elle se déroule, c'est-à-dire le passé et ce que nous pouvons en voir, mais c'est cette idée essentielle de l'événement qui fait changer de cours qui m'a d'abord préoccupé, et c'est vrai que c'est une notion extrêmement présente en histoire. Vénère, d'ailleurs, en citait de nombreux exemples, de Napoléon à Jeanne d'Arc, en passant bien évidemment par la Première Guerre mondiale, et cette étonnante surprise qui a été pour l'état-major français, l'attaque allemande par la Belgique, pays neutre, que l'on pensait épargné dans le cadre d'une guerre franco-allemande. D'ailleurs, les Allemands nous ont fait 2 fois cette surprise. Ils nous l'ont refaite en 1940, à peu près la même, et ils nous ont 2 fois pris en tenaille, 2 fois mis en déroute. La première fois, on a réussi à se redresser, la deuxième fois, non, il a fallu attendre 5 ans. Et si j'ai pensé à cet événement, c'est qu'au fond, il y a dans le domaine de l'histoire militaire beaucoup d'exemples de ce type. Mais beaucoup d'exemples de ce type qui nous montrent que la surprise pour l'un était totalement prévisible pour l'autre. Et c'est cette question de la prévisibilité, après la visibilité donnée par l'événement, c'est cette question de la prévisibilité qui a retenu mon attention. Au fond, il y a un concept en stratégie qui est le concept de surprise stratégique. Un changement dans l'ordre des contextes, des paradigmes, qui fait qu'à un moment donné, un type de geste, un type d'action va prendre par surprise une armée, un pays, un continent, le continent propagande peut-être. Donc, je me suis dit que ce concept de surprise stratégique était assez éclairant pour l'histoire, puisqu'il nous montre qu'au fond, la surprise pour l'un ne l'est absolument pas pour l'autre. Le 13 novembre, pour nous, a été une surprise. Mais pour ses commanditaires et pour ses exécutants, il n'a pas été du tout de l'ordre de la surprise. Il était un événement calculé, organisé, mis en œuvre. Et très souvent, cette question de la stratégie a rejoint pour les historiens, à travers les documents, une analyse de ce que pouvait être la mentalité de celui qui agissait. Et donc, progressivement, s'est mis en place l'idée que, au fond, il y avait du prévisible en histoire, perceptible à travers les documents, et peut-être même qu'on pouvait avoir des causes.
ces fameuses causes qui existent en physique, visiblement. Donc tout d'un coup, les physiciens me paraissent curieusement déterministes, un peu comme des historiens. Mais bref, il y avait des causes et au fond, tout le XXe siècle des historiens s'est passé en d'immenses polémiques sur les causes. Quelles étaient les causes qui faisaient l'histoire? Vous vous doutez que, bien évidemment, il y a eu une première école, celle à la fin du XIXe siècle, qui, elle, considérait, que l'essentiel résidait dans la stratégie, la psychologie. Et au fond, ces historiens, qui étaient pour l'essentiel des historiens du politique, sont ceux qui ont inventé cette notion d'événement sur laquelle nous réfléchissons tant aujourd'hui. Et puis est venue une autre école. Une école qui a considéré qu'au fond, la politique, tous ces événements micros que nous voyons, n'étaient que le sous-produit, la dérivation en quelque sorte, de mouvements beaucoup plus profonds au sein des sociétés, de mouvements qui concernaient l'économie, la structure économique. Et au fond a émergé toute une école marxiste qui, timidement d'abord, au début du XXe siècle, puis avec beaucoup plus d'impact, dans la deuxième moitié du XXe siècle, à partir de la Deuxième Guerre mondiale en particulier, s'est installée dans la plupart des pays, transformant l'histoire en une espèce de discipline, d'analyse des mouvements économiques et sociaux, le politique étant considéré au fond comme la résultante. Et cette histoire marxiste avait pratiquement pour objectif d'éliminer cette notion d'histoire. C'est assez curieux d'ailleurs de penser que ceux qui ont été très profondément marqués par ce qui, pour l'historien du politique, est peut-être justement quelque chose de l'ordre de l'imprévisible, c'est-à-dire une révolution, essayaient de montrer que cette révolution est tout à fait explicable, organisable, prévisible. Et donc, on a commencé à avoir un débat en histoire entre ceux qui pensaient qu'il y avait une place possible pour l'imprévu et ceux qui considéraient, au contraire, qu'il n'y avait pas de place pour l'imprévu, puisque, au fond, comme le disait Étienne Klein en matière de physique, il y avait des causes et des conséquences. Donc on pouvait organiser un système de causalité. Y avait-il encore une place pour l'imprévu? Je n'en suis pas si sûr. Alors évidemment, vous vous doutez que cette école elle-même, si elle a été très longtemps dominante, a fait l'objet de discussions, de contestations. Et d'autres historiens ont commencé à considérer que peut-être il y avait des phénomènes qui touchaient à l'économique et social, mais qui n'étaient peut-être pas aussi contraignants que le pensaient les marxistes, et qui peut-être avaient des effets secondaires ou peut-être d'autres origines dans des structures beaucoup plus profondes, beaucoup plus pérennes, qui relevaient de ce qu'ils appelaient les mentalités. Et vous vous souvenez peut-être, pour certains d'entre vous qui avez eu l'occasion de lire les grands textes de notre grande école historique française, celle sur laquelle repose encore en partie le prestige des universitaires de cette discipline quand nous voyageons, l'école des Annales. L'école des Annales avait à la fois un penchant économique et social, mais enfin aussi un penchant sur les mentalités. C'est Marc Bloch qui avait écrit un livre sur les rois thaumaturges, la capacité que les rois avaient de soigner par le toucher une maladie, les écrouelles. Il comparait d'ailleurs au roi d'Espagne qui, lui, avait la capacité de soigner les fous. C'est à se demander s'il y a là des caractéristiques nationales à évaluer, et tandis que le roi d'Angleterre, lui, soignait les épileptiques. Donc, les mentalités étaient quelque chose de fort, étaient quelque chose de suffisamment fort pour qu'un Lucien Febvre s'intéressât au problème de l'incroyance chez Rabelais. Rabelais était-il vraiment athée? Pouvait-on être athée au XVIe siècle? C'était la question de Lucien Febvre, et vous voyez à quel point cette question-là n'avait pas exactement à voir avec uniquement des structures économiques et sociales. Et donc, progressivement, ce débat sur le prévisible a conduit à avoir une réflexion assez forte sur, au fond, ce qu'était l'objet de l'histoire. Est-ce que l'histoire se situait au niveau d'un pays? Est-ce que l'histoire se situait, comme le disait Marc Bloch, à l'échelle de sociétés limitrophes et contemporaines? Ou est-ce que le grand mouvement de l'histoire, ce n'était pas autre chose? Est-ce que le grand mouvement de l'histoire, ce n'était pas, comme l'avait dit un historien anglais du XIXe siècle, au fond,
l'histoire des grandes civilisations. Edward Gibbon, les grandes civilisations, The Rise and Fall of the Roman Empire, la grandeur et la décadence de l'Empire romain. Donc il y avait comme ça de grands mouvements historiques. Et lui aussi introduisait, ce qui allait faire l'obsession d'un certain nombre d'historiens de l'économie, une histoire cyclique. Une naissance, une apogée, un déclin. Et donc, un certain nombre d'historiens se sont dit, mais bien sûr, l'échelle civilisationnelle, c'est ça la clé. Et au fond, cette question a permis de faire émerger une nouvelle lecture dans laquelle il y avait une possibilité laissée à l'imprévu. Celui qui a construit peut-être la plus grande théorie historique des civilisations s'appelle Arnold Toynbee, historien anglais, et qui a proposé, et c'est pour ça que l'imprévu est intéressant, une théorie dans laquelle, au fond, il y a des sociétés avec une structure économique qui se met en place, mais à un certain moment, elles sont face à un défi, a challenge. Et ce défi, soit elles vont réussir à le surmonter, à y répondre, et à ce moment-là, elles vont devenir des civilisations beaucoup plus durables, beaucoup plus pérennes, soit elles ne vont pas y parvenir, et à ce moment-là, elles vont s'effondrer. Donc, il peut y avoir des causes, pardon. D'un coup, il y a un petit accent qui est sorti, je ne sais pas pourquoi. Je ne viens pas de là en plus, donc bon. Des causes, donc. Et donc, Toynbee disait, voilà, il peut y avoir une structure de territoire, de fleuves, la Mésopotamie, qui permettent d'avoir une certaine forme d'agriculture, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait en plus des structures urbaines qui se mettent en place, il faut qu'on sache résister aux sécheresses, il faut, etc., etc. Et au fond, on ne maîtrise pas exactement ce processus. Et au fond, pour revenir à l'idée de Dominique Vénère initiale, il y avait peut-être, dans son hypothèse, qu'un suicide puisse renverser le cours des civilisations, peut-être quelque chose qui aurait pu intéresser Toynbee. Toynbee était d'autant plus sensible aux événements qu'au début de sa carrière, d'ailleurs il n'avait pas encore vraiment commencé sa carrière, il a servi dans la diplomatie anglaise. Et il a été envoyé en Turquie comme attaché d'ambassade. Il se trouvait là-bas au moment de la fin de l'Empire ottoman, en 1915. Et Toynbee a vu, il est un témoin, il a écrit d'ailleurs un ensemble de textes sur cette question, il a vu le génocide des Arméniens. Et il a vu comment un peuple pouvait être rayé de la terre. Et je pense que cette vision-là a introduit l'idée qu'au fond, on ne pouvait pas avoir une lecture strictement mécaniste et que même à l'échelle des civilisations, il y avait toujours ce grain de sable de l'événement, cette imprévisibilité. Cette imprévisibilité qui fait qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre d'événements secrets. La plupart des femmes et des hommes n'en ont eu connaissance qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'était un événement prévu par les nazis. Il s'agissait de détruire une population, même plusieurs, mais une population principalement, les Juifs, et de faire cette action de manière secrète pour laisser un monde dégagé de ceux qu'ils considéraient comme des adversaires de race au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'événement s'est déroulé, il était prévu par les nazis, il était invisible pour la plupart des êtres humains, et au fond, quand on l'a appris, il a tout simplement paru impensable. Et c'est cette notion-là sur laquelle, au fond, je voudrais finir mon intervention. Très souvent, l'imprévu relève de l'impensable. Et en même temps, l'impensable est très souvent prévisible. Au lendemain du 7 janvier, une romancière, Eliette Abécassis, a eu cette phrase que j'ai retenue et qui me hante depuis.
nous vivons dans l'attente de la prochaine catastrophe. Nous savions qu'il y aurait un attentat. Nous savons qu'il y aura des attentats. En même temps, une partie d'entre nous ne veut pas savoir. Je ne dis pas une partie d'entre nous au sens ceux de gauche, ceux de droite ou ceux du centre. En nous. En nous, nous ne pouvons pas vivre quotidiennement en raisonnant sur une vie qui serait une horreur anticipée. Donc, par moments, les êtres humains ne veulent pas savoir. Par moments, les êtres humains ne veulent pas prévoir. Et au fond, l'imprévu, pour moi, et c'est pour ça que je me suis dit que cette notion de matière noire était intéressante, même si sûrement j'en fais comme souvent les gens issus des sciences humaines, un usage métaphorique totalement faux par rapport à ce que signifie cette notion, je me suis dit qu'au fond, l'imprévu était un peu comme une matière dont nous sentons la présence, nous savons qu'elle existe, nous savons, peut-être un trou noir plutôt serait exact, mais bon, nous savons qu'elle va influencer, exercer une influence très profonde sur notre existence, mais elle est maintenue dans une forme inconnue, dans une forme inatteignable. Et donc en ce sens, et je vous remercie d'avoir eu la patience de m'écouter, en ce sens, l'imprévu m'a semblé être une matière noire, quelque chose qui occupe tout notre espace, mais qu'en même temps, nous ne pouvons jamais parfaitement ressentir. Merci. Je vais vous dire un truc. Merci beaucoup Fabrice. Les applaudissements montrent bien le plaisir qu'on a pris à ton exposé qui est non seulement très argumenté mais richement illustré. Alors, j'ai essayé de suivre tes fils rouges et il m'a semblé, tu vas me dire ce que tu en penses, que finalement tu faisais 3 catégories de l'imprévu dans l'histoire, hein, l'imprévisible, l'invisible et l'impensé. Alors l'imprévisible, si j'ai bien compris, c'est un événement dont il n'y a pas à chercher la cause. Voilà, il arrive et l'important, ça va être ce qui va suivre. Hein, on se centre sur le futur. C'est la métaphore des dominos. La seconde catégorie, ça serait l'invisible, c'est-à-dire l'imprévu est le signe de quelque chose qu'on ne voyait pas encore, hein, c'est la métaphore de l'écume. Et alors évidemment, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de mieux comprendre d'où vient cette écume. Donc là, on ne va pas s'intéresser à ce qui arrive après, on va essayer d'anticiper ce qui arrive avant. Et puis après, l'inattendu comme imprévisible, l'inattendu comme invisible, tu nous as parlé de l'inattendu comme impensé, c'est-à-dire ce qui crève les yeux, ce qu'on devrait voir si on les ouvrait, mais qu'on ne voit pas. Et du coup, ce qui est important, c'est plus de questionner l'avenir comme dans l'imprévisible, le passé comme dans l'invisible, mais de questionner le présent. Et bien sûr, le modèle du déni de la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et tu n'as pas proposé de métaphore, d'après ce que j'ai entendu, mais je verrais bien la métaphore des œillères qu'on met au cheval et qui nous permet de voir que ce qu'il y a devant et pas sur les côtés. Voilà. À condition qu'on puisse imaginer que le cheval puisse enlever les œillères avec ses sabots. Voilà, ce qui serait plus proche de notre situation humaine. Voilà, donc voilà un peu comment j'ai essayé d'articuler ce que tu as dit. Alors peut-être ça t'inspire quelque chose. Alors j'avais ça comme second plan. En fait, le premier plan, c'est le visible, l'invisible et le visible, le prévisible et l'imprévisible, pour avoir la progression. Mais je trouve effectivement que c'était la structure que tu mets au jour correspond à peu près à ça. L'impensé, moi, c'est ça qui me fascine. C'est vraiment à quel point il y a des choses que nous ne pouvons pas voir, mais surtout que nous ne voulons pas voir. Et surtout en matière de conflits interpersonnels. C'est ça qui me fascine le plus. On est toujours étonné quand survient quelque chose de négatif. Je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais peut-être les psychanalystes pourront nous en dire plus. J'ai l'impression qu'on est moins étonné quand nous arrive quelque chose de favorable. Et donc, je me demande si on n'a pas une espèce on le mérite. Voilà, il y a un peu ça. Je me demande si on n'a pas une espèce
d'attitude mentale qui consiste à se masquer la difficulté, à se masquer la douleur. Et c'est peut-être un effet du refoulement ou peut-être de la résilience. C'est-à-dire qu'on sent que si on reste à tourner là-dedans, on risque d'avoir de la peine. C'est ce qui rend assez inaudible, je finis juste là-dessus, c'est ce qui rend assez inaudible le discours des prophètes négatifs. Le prophète négatif, j'allais dire aujourd'hui, c'est le spécialiste de géopolitique qui nous dit « on va en prendre, mais alors, ça va faire mal ». Et au fond, on n'a pas tellement envie de l'écouter. On a plus envie d'écouter celui qui nous dit « mais ça va aller bien, on va s'en sortir. Regardez, il y a plein de moyens d'y arriver. » Et voilà. Et en même temps, quand on regarde les ventes de livres, parce qu'il se trouve que je suis un peu éditeur de l'autre côté, eh ben, le prophète de la douleur se vend mieux que le prophète du bonheur. Donc c'est un peu un paradoxe. C'est quand le lecteur se sent aller moins mal que ce qui est écrit dans le livre, et donc il en jouit. C'est ça. Oui, vous avez parlé de la COP21 et le débat qu'il y a eu sur la pseudo-controverse sur le changement climatique montre bien que nous sommes capables de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Mais je voulais parler plutôt de la matière noire, puisque en effet, en physique, la matière noire, elle est invisible, elle n'émet pas de lumière, mais on voit ses effets, c'est-à-dire on voit l'action qu'elle a sur la dynamique des galaxies. Donc c'est une masse qui agit gravitationnellement de façon invisible. Les effets sont visibles. La constitution de cette matière noire nous est inconnue, donc je pense que l'analogie que vous avez faite est pertinente. Mais je voulais avoir votre réaction à... Ah oui. Non mais... Je le mérite. Hein. Non mais c'est pas terminé. C'est pas tout à fait terminé parce que je voulais avoir votre réaction à un tout petit extrait d'un livre qu'Alain Badiou a écrit sur l'événement, où lui il parle plutôt du vide sous-jacent à la situation, ce qui est un peu la même chose, mais je voulais avoir votre avis sur ce qu'il appelle un événement. Il dit un événement, c'est l'advenu, l'éclair, la fulgurance du vide sous-jacent à la situation qui était enfoui dans les structures. Avant qu'il n'advienne, la structure prive d'existence l'événement, elle le refoule. Lorsqu'un événement survient, il est donc comparable à une surprenante remontée des éléments jusqu'alors imprésentés de cette situation. Cette surprise venue du vide sous-jacent fait surgir des éléments ignorés. La veille d'une révolution, par exemple, tout peut sembler en ordre, mais à l'aube, soudainement, quelque chose advient que la structure n'avait pas envisagé. Ces hommes prêts à tout, fusil à l'épaule, idée en tête. Cet événement ne vient pas pour autant de nulle part. La ressource sommeillait dans les profondeurs. Cette puissance est soudain révélée. Et si elle donne à la structure le sentiment d'un vide qui fait surface, elle est aussi et surtout bouleversement de la situation. Donc il dit à peu près la même chose que vous, sauf qu'au lieu de parler de matière noire, il parle de vide sous-jacent. Est-ce que pour vous c'est équivalent ou est-ce qu'il y a des nuances à apporter? Ce qui m'a frappé en écoutant ce passage que vous venez de lire, c'est à quel point c'est un discours, j'allais dire, d'historien au sens où on sent qu'on ne peut le tenir que ex post. C'est-à-dire qu'une fois les choses se sont déroulées, on peut effectivement, et c'est ce qui nous donne à nous historiens parfois un sentiment de toute puissance par rapport aux acteurs historiques. Et à l'inverse, je pense qu'effectivement la notion de vide pour l'acteur historique, elle est intéressante. L'historien va voir de la structure. L'acteur, lui, il va l'éprouver ce vide. Puisqu'au fond, vous savez, quand il y a un gros événement qui se déroule, les choses échappent. Et cette notion, justement, de ce qui échappe, c'est ce qui, à mon avis, signifie et dit le mieux peut-être, le vide sous-jacent, c'est-à-dire l'incapacité à construire sur, c'est ce que nous passons notre temps à essayer de faire, construire sur du solide. C'est un peu ça. Donc ce vide-là, je trouve qu'effectivement, ça évoque quelque chose. En même temps, si j'ai pris cette métaphore de la matière noire, c'est que au moment où ils le vivent, les acteurs peuvent en avoir la sensation. On ne la maîtrise pas, mais on sent que c'est là. C'est-à-dire que je ne maîtrise pas ce qui se passe quelque part à Washington, dans un bureau, où peut-être on est en train de décider d'un certain type d'action qui demain va avoir un impact réel sur moi. Je peux le deviner. Je peux même, en essayant d'être relativement logique, l'anticiper.
Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je peux en avoir une certaine forme de conscience. Donc ce n'est pas exactement un vide au sens d'une absence complète. Il y a une présence, mais il y a une présence qui est impalpable, ténue. Voilà. Et c'est ce qui fait que justement, je ne peux pas en avoir le sens. C'est une belle phrase de Pierre Bourdieu, c'était le sens caché. Alors lui, il écrivait avec un C, là je l'écrirai avec un S. Mais en même temps, il y a toujours un coup.